Alors, la table ronde de cet après-midi s'oriente sur la formation de nos handballeurs, bien évidemment, et particulièrement de nos gardiens de but. Chaque année, depuis que l'école méditerranéenne existe, un temps consacré aux gardiens de but a été déterminé. Chaque année, les discours sont les mêmes, on ne s'occupe pas assez de nos gardiens de but. Chaque année, on essaie d'apporter un maximum d'outils supplémentaires à nos entraîneurs en formation. Mais chaque année, on se sent obligé de repartir en bataille, repartir au combat, parce que le retour de nos gardiens de but sont toujours les mêmes. Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, on va vous présenter nos intervenants de l'après-midi. Monsieur Armand Griffon, président de la Ligue PACA de handball. Mais la particularité de son intervention est que Armand est un ancien gardien de but et qu'il pourra nous éclairer sur ce qu'a été l'accompagnement du gardien de but avant 2017. Rudy Bertsch, qui est toujours là et qui sera toujours là, pourra également témoigner de l'historique et de ce qu'a été la formation du gardien de but, parce qu'il a eu pas mal de gardiens au travers des différentes personnes qu'il a accompagnées, dont Cyril Dumoulin, mais je dis bien dont Cyril Dumoulin. Ensuite, Daouda Karaboué, que la plupart d'entre vous, espérons-le, connaissez, qui a été un gardien de très haute performance et qui aujourd'hui a en charge l'accompagnement de nos jeunes gardiens sur les sélections nationales, et qui est également intervenant sur le pôle espoir masculin et sur le club du PAUC sur l'accompagnement des gardiens de but. Dans le désordre, Valérie Couteron, qui est cadre technique fédéral du comité des Bouches-du-Rhône, qui est intervenu ce matin avec Daouda et qui a gardienne de but également de formation et qui a en charge l'accompagnement des gardiennes du pôle d'accession de Marseille, si je ne me trompe pas. Vincent Morisset, à sa droite, qui est CTF du Var, qui est également un gardien de but de formation, qui est passé par l'OM Vitrolles, me semble-t-il, à un moment donné, et qui aujourd'hui a créé une école de formation du gardien de but sur le comité du Var, et qui a également, donc, je crois, 300 gardiens depuis 3 ans sont passés entre ses pattes, et qui intervient ici en tant qu'accompagnateur, formateur des gardiens sur le club professionnel de Toulon, sur l'équipe première donc, qui évolue en LFH et sur le centre de formation. Et enfin, Laurent Baudet, qui est CTF de la Ligue PACA, qui est également ancien gardien de but, qui est également ancien formateur de gardien de but et toujours actif, puisque sur les Alpes-Maritimes, je crois que va être créé le même type d'école que sur le Var, donc d'accompagnement des gardiens de but des Alpes-Maritimes, qui a, au travers de ces années passées, accompagné des gardiens qui aujourd'hui sont devenus des gardiens professionnels. Donc, on va dire 6 experts, 6 expériences, et qui seront là pour nous enrichir et pour nous accompagner. Alors, on va commencer les échanges en donnant la parole à Armand d'abord et ensuite à Rudy pour, d'un point de vue historique, nous évoquer ce qu'a été la formation du gardien de but. Dans un second temps, on se rapprochera un petit peu de notre ère pour évoquer avec les 4 un petit peu moins expérimentés ce qu'a été leur formation et ce qu'est devenu leur métier de formateur de gardien de but. Et dans un dernier temps, nous verrons quelles opportunités avons-nous, qu'est-ce qui nous est proposé aujourd'hui pour faire évoluer la formation de ce gardien de but, avec l'apparition de, peut-être avec l'évolution du règlement, mais également l'évolution de la qualité des tireurs et la qualité des défenses et les différentes options qui nous seront proposées. Voilà. Armand. Merci. D'abord, merci d'être attentif pendant votre digestion. Nous savons tous combien il est difficile d'enchaîner un repas copieux et des efforts intellectuels. Par contre, enchaîner le sport et les états intellectuels, c'est le quotidien des gardiens de but, puisque souvent on parle d'esprit d'équipe, que l'esprit d'équipe, ça a toujours été pratiquement le gardien de but qui l'a incarné, que ce soit dans les années 70 comme dans les années 2017. Je pense que le gardien de but a été, sera et sera toujours la pièce maîtresse d'une équipe. On a souvent l'habitude, quand vous regardez les matchs de LNH, de Star, Lidl, machin chose LNH,
de voir que l'équipe qui gagne est celle qui a eu le meilleur gardien de but. Dans les années 70, c'était la même histoire. Les grandes équipes qui gagnaient les grands matchs, qui étaient championnes de France, étaient celles qui possédaient les meilleurs gardiens de but. Je vous dis donc que j'ai été champion de France en 75. Ça ne veut pas dire que j'étais le meilleur gardien de but, puisque je jouais avec Marcel Merlot, qui était un très grand gardien de but. Mais l'approche des entraîneurs par rapport aux gardiens de but à cette époque était totalement différente de l'approche de maintenant. Nous étions, je rappelle que j'étais entraîné par Daniel Costantini à l'époque, avec qui j'ai joué. Nous étions totalement autonomes. C'est-à-dire que tous les gardiens de but, quand il y avait les footings et tout, on faisait ce qu'on voulait. Quand il y avait les entraînements tactiques, on faisait ce qu'on voulait. Et souvent, on jouait au petit foot dans les tribunes de Jean Bouin. Par contre, quand il faisait un exercice, on envoyait Bana, parce qu'il fallait quand même qu'il y en ait un qui se dévoue, donc on envoyait Philippe. Ce que demandaient les entraîneurs à l'époque, c'est que le gardien de but, le jour J, l'heure H, il soit bon. C'est la seule chose que nous demandait Daniel. Et nous, on s'est débrouillés pour être bon le jour J, l'heure H. Il y avait des séances de tir, bien sûr, où les joueurs s'amusaient à tirer en dehors des cages de peur que l'on nous échauffât. Ça n'a pas changé parce que je vois aussi des séances. On a beau expliquer aux joueurs qu'on est là pour le gardien de but. Ils sont plutôt là pour se défouler l'épaule. Donc ça n'a pas changé, je crois, depuis des années. La gestion du match nous appartenait totalement. On décidait qui commençait, qui sortait, quand il sortait. C'était vraiment une époque en or quand il y avait des gardiens de but autonomes. Daniel Costantini, qui est loin d'être un idiot, s'il faisait cette gestion-là, c'est parce qu'il avait les éléments pour faire cette gestion-là. Je pense que quand il a pris l'équipe de France, où s'est retrouvé avec Médard, avec Pérez et avec, j'ai oublié le troisième, excusez-moi, et Thibaut. Hein, donc j'ai oublié parce que c'est les gens de l'Est et j'ai toujours un peu tendance à les oublier. Il les a gérés différemment. On rappelait que la finale de Barcelone, enfin la finale, pour nous qui était la finale, la place de troisième de Barcelone, il a quand même laissé le meilleur gardien de but dehors ce jour-là. Parce qu'il travaillait déjà l'avenir, puisque c'était... je pense que c'était, à ce moment-là, c'était Mémé, et si je me souviens bien, c'est Thibaut et Pérez qui ont fait la finale. Enfin, la troisième place, pardon, qui pour nous, déjà en 92, était une finale. J'ai, par après, bien entraîné les gardiens de but. La difficulté qu'on retrouvait à l'époque, c'est le physique du gardien de but. Maintenant, quand je vois les grands écarts que sont capables de faire les gardiens de but, nous, on faisait parfois des écarts de langage, parfois des écarts de régime, mais rarement des grands écarts. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pu procréer derrière, mais j'en sais rien. En tous les cas, je suis absolument sidéré par l'élasticité de nos gardiens. Nous, on jouait qu'avec notre cerveau. À l'époque, les tireurs, ils avaient 2 tirs. Un en suspension, un de plein pied. Quand tu les avais vus jouer une fois, parce qu'il n'y avait pas de vidéo, hein, tu les avais vus jouer une fois, que ce soit Gilles Meyer, Patrick Meyer, tous les grands joueurs de l'époque, tu pouvais acheter une cigarette, un tabouret. Quand ils montaient en suspension, tu savais qu'ils tiraient en bas à droite. Quand ils étaient le plein pied, c'était en haut à gauche. Et on a connu les Bernard Selné, enfin, vous savez, tous ces grands gardiens qui étaient relativement intelligents. Et le premier maître à tous des gardiens de but, c'est par cela que je vais finir, c'était Peignou. Peignou, qui était le gardien roumain, que j'ai rencontré une fois à Bercy, et je me suis mis à genoux, j'ai dit, vous avez été mon idole de toute ma jeunesse. Les Roumains qui étaient déjà des pros à l'époque, et c'est le seul mec que je voyais avec des sacs de sable qui montait les escaliers, qui les descendait, alors que nous, c'était plutôt avec un seau et une pelle quand il y avait du sable. Ça a été le premier gardien de but qui est devenu pro dans sa tête. Après, on a eu Médard, hein, qui entre deux haltes, je n'en dirai pas plus, était devenu professionnel, puisqu'il avait pris une année sabbatique pour être professionnel. Et on s'est bien rendu compte à ce moment-là que plus on s'entraîne, plus on se consacre au métier de gardien de but, meilleur on devient. On en est arrivé à des stades, quand vous regardez Thierry Omeyer, vous pensez que c'est l'ordinateur Omeyer qui joue, mais heureusement, il y a toujours la passion. Et ce qui fait aussi les gardiens de but, en plus de l'intelligence, c'est aussi qu'un gardien de but, a tout le temps, il doit encourager son équipe. Tout le temps. Un gardien de but qui insulte son équipe ou qui vilipende son équipe parce qu'elle a mal défendu,
je ne crois pas qu'il ait compris le rôle du gardien de but. Un gardien de but, c'est un soutien pour l'équipe. Je dis, c'est 70% de l'équipe et je le pense grandement. L'évolution, elle est ce qu'elle est, mais de tout temps, le gardien de but, alors maintenant, on essaie de nous sortir des cages, on ne veut plus de nous, on fait du handball à 7. Bientôt, on va faire rentrer les tables pour qu'elles jouent à la place du gardien de but. Tout ça, ce sont les pays nordiques. On sait que parfois, le froid n'engendre pas toujours la réflexion du cerveau. J'espère qu'un jour, on reviendra à notre handball traditionnel, qui est un handball bien plus spectaculaire que le handball qu'on nous propose actuellement, sans gardien de but. Oui, je sens que je vais essayer d'être rapide, mais moi, ma vie, ça commence un peu à la même époque. J'ai joué avec Férignac. Après, en Lorraine, j'ai rencontré des gardiens de but qui ont été les gardiens de l'équipe de France, notamment Varino, Chanel, qui ont été les gardiens de l'équipe de France. Après, moi, j'ai entraîné Thiébaut, j'ai entraîné Godard, qui ont été des gardiens, un de l'équipe de France junior, l'autre de l'équipe de France A. Et je peux vous dire que j'ai eu l'impression qu'on s'occupait déjà des gardiens de but en Lorraine. Parce qu'effectivement, ce n'est pas 70% pour nous de l'équipe, mais c'est 50% d'une équipe. Donc, on s'en est occupé, on a eu des entraînements spécifiques, on s'est occupé d'écrire des documents sur le gardien, notamment sur les démonstrations qu'a fait ce matin Daouda sur tout ce qui est angle d'occupation de la bisectrice de l'angle formé par les deux poteaux avec le ballon. Donc tout ça pour raccourcir les trajectoires. On s'est occupé de la préparation physique des gardiens de but sans peut-être avoir effectivement des gardiens d'une grande souplesse. Donc toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'on s'est occupé des gardiens. On s'en occupait peut-être pas assez. Ils ont eu, après un sport-études à Chambéry, j'avais mis en place des protocoles d'échauffement et après, on entraînait les gardiens de but en relation avec la défense et aussi avec un défenseur, avec un libéraux, avec des défenseurs à l'aile pour qu'ils se rendent compte de ce que l'attaquant pouvait faire. Mais évidemment, ce que je vois actuellement, quand on a un staff de 5 personnes dans un pôle, alors que nous, on était seuls, ben, ce n'est pas la même chose, quoi. Donc voilà, je voudrais simplement dire qu'il y a une évolution, mais je n'ai pas vécu une époque aussi terrible que tu as pu vivre. Ben, disons que là, vraiment, vous étiez abandonnés. Hein. Donc, certainement, la rigueur de l'Est ne met pas de l'Est. C'est vrai que je pense qu'on n'a pas accordé la place qu'il fallait, vu l'importance de ce poste. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux jeunes qui, eux, ont eu une expérience de haut niveau actuel. Alors, Daouda, as-tu eu la chance d'avoir un formateur tel que Rudy Bertsch qui t'a accompagné? Alors, je ne suis pas sûr d'en avoir eu un avec son talent, mais oui, j'ai eu la chance d'avoir quand même quelqu'un qui s'appelle Michel Mérat et Ange Bartoli, qui, à l'époque, à Mandelieu, m'ont donné, ils m'ont appris les bases donc, du travail de gardien de but. Et je suis allé à Montpellier en 93 et arrivé à Montpellier, ça a été... pourtant, on connaît la qualité de formation de Montpellier. Ça a été le néant quoi, au niveau du travail de gardien de but pendant les premières années, jusqu'à ce que Branko Karabatic arrive. Et une fois que Branko Karabatic est arrivé, c'est là où les gardiens de Montpellier ont pu réellement avoir un spécifique, même si, à mon goût, c'était trop peu, puisque je crois qu'on en avait un toutes les 2 semaines à l'époque. Et c'est pas énorme. C'est pas énorme. Si on veut réellement travailler, il en faut au minimum 2 par séance, par semaine, voire 3 ou plus si possible, quoi. Mais un minimum de 2 spécifiques par semaine, là oui, on peut avoir des résultats. Donc voilà, donc j'ai quand même eu la chance d'avoir un minimum de travail pour moi, quoi. Donc je m'estime être un privilégié. Tu disais, c'est vrai qu'en Alsace et en Lorraine, c'est une des régions où les gardiens de but travaillaient quand même plus que dans les autres régions en France. Tu disais, toi, par contre, Armand, que c'est vrai que dans notre zone, le travail de gardien de but était vraiment minime. Et aujourd'hui, on trouve souvent des gardiens qui disent qu'ils n'ont pas assez travaillé, qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux. C'est encore vrai. Même s'il y a de plus en plus de spécifiques gardiens de but, c'est encore vrai que les gardiens sont
plutôt délaissé. Pas pour pleurer pour le poste de gardien de but, c'est juste que je pense que certains entraîneurs aimeraient pouvoir accompagner leur gardien de but, mais n'ont pas les outils, n'ont pas la connaissance. Et c'est vrai que c'est quand même difficile d'accompagner quelqu'un alors qu'on ne connaît pas son poste ou on n'a aucune connaissance de son poste, quoi. Donc ça nous amène à l'évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les postes vont être spécifiques. Et il va y avoir de plus en plus d'entraîneurs spécifiques et spécialisés par les postes, comme peuvent exister dans le rugby, le football américain et autres, où il y a des entraîneurs spécifiques pour les avants, pour les arrières, pour les sprinters, pour les quarterbacks et autres. Et je pense qu'on va y venir aussi. Dans le handball, ça commence à venir. Le poste d'entraîneur gardien de but commence à se spécialiser. Je pense que c'est une bonne chose, puisque tu disais que le poste du gardien de but, vous le disiez que le poste du gardien de but est un des postes les plus importants dans le jeu du handball. On va venir vers ça. En tout cas, à Aix, on a la chance de pouvoir travailler avec les gardiens de but tous les jours. Merci Daouda. Laurent. Alors, pour ma part, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir des entraînements spécifiques gardiens par mon père de nombreuses années, donc ça a été pas forcément... Le papa de Laurent et Jean-Luc Baudet, que vous avez croisé hier, vice-président de la Ligue. Donc, ma chance ou malchance. Voilà. Mais effectivement, c'est un poste qui est quand même assez isolé et c'est toujours le cas actuellement. Et mon point de vue, c'est qu'il faut qu'on milite tous, de toute façon, pour que arrivent dans la formation de cadre des modules bien plus importants d'apprentissage sur le rôle et le poste de gardien de but et comment transmettre nos savoir-faire, nous les cadres, dans la formation des animateurs, des entraîneurs régionaux, etc. etc. Donc moi je milite pour ça et j'espère que ça va voir le jour de plus en plus dans les formations fédérales où on va pouvoir parler bien plus amplement du poste spécifique de gardien de but. La difficulté qu'on peut avoir, et c'est mon cas aussi en entraînant dans un groupe senior, c'est que quand on a 17 joueurs sur le terrain, c'est toujours difficile aussi de s'occuper du gardien de but quand on est seul à s'occuper de l'ensemble d'un groupe. Donc au lieu de mettre en place des spécifiques gardiens au quotidien qui ne sont pas forcément évidents par des problèmes de créneaux, par des problèmes de compétences, de connaissances pour certains, le plus simple c'est quand même d'essayer d'intégrer le gardien de but au maximum dans notre séance avec des ateliers spécifiques pour lui, en même temps que les joueurs de champ. Voilà, je pense que c'est les pistes à donner. De toute façon, on critique souvent le football, nous, handballeurs, ça c'est sûr. On essaye de ne pas mélanger par rapport au football, mais tous les clubs de football, même le petit club de quartier, a un entraîneur spécifique gardien de but au football. Et ça, depuis des décennies. Et nous, on est très, très, très en retard par rapport à ça. Et j'espère que c'est des choses qui vont changer et qui vont nous permettre justement de pouvoir développer les savoir-faire de nos gardiens et de nos cadres au fur et à mesure des années. Merci Laurent. On va donner la parole à Valérie. Alors moi je suis la seule femme autour de la table là, donc je vais vous parler de gardienne de but forcément. Donc par rapport à la logique de formation, un peu comme pour les garçons, en filles c'était pas plus heureux il y a quelques années. Passé par le pôle Marseille Vert de l'époque, il n'y avait pas forcément de travail spécifique. Différents clubs, que ce soit Marignane, Saint-Cyr ou Plante de Cuques, ça a été de l'auto-formation, mais avec systématiquement, un peu comme l'a décrit Armand, une exigence de résultat à la sortie, puisque forcément les gardiens avaient leur rôle à jouer par rapport aux résultats. Donc cela dit, le poste a quand même pas mal évolué. Pour être CTF du 13, à l'heure actuelle, certainement aussi par rapport à ce manque, mon souhait c'est d'accompagner toutes les situations de travail en mettant de l'idée et du plus pour que ces gardiens aient de la formation, donner envie aux entraîneurs de s'en occuper de façon intégrée. Comme l'a dit Laurent, ce n'est pas juste un travail spécifique du moment, c'est un peu comme on en a fait la démonstration ce matin avec Daouda, une logique de rendre le gardien autonome pour qu'il puisse, sur 1h15, 1h30 de séance, sortir avec son compte par rapport à ce qu'il a travaillé, à son plaisir et à son progrès. On est bien tous conscients que si sur la séance on le considère ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure à l'occasion d'un spécifique,
Le reste du temps, on va faire de l'entretien et pas plus. Et au final, on ne va pas favoriser la transformation, on risque même de l'amener à être démotivé et d'aller faire autre chose, surtout en filles. Donc par rapport à cette logique d'intégration, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que le handball, c'est un sport qui évolue avec différents postes et que le poste de gardien de but fait partie intégrante du jeu et qu'il est à travailler au même titre que tous les autres postes. J'irai même plus loin par rapport à la polyvalence qu'on peut en attendre. C'est pas la joueuse qui avance le moins vite, c'est pas la joueuse qui a la moins bonne qualité de tir qu'on colle dans les buts. C'est presque la plus douée, la plus athlétique, la plus dynamique et la plus intelligente qu'on va solliciter pour peut-être occuper ce poste-là. Si je peux me permettre, il y a une légende qui disait qu'à un moment donné, les pays du nord de l'Europe, dans la formation de leurs jeunes joueurs et leurs jeunes joueuses, à la base, le meilleur joueur, la meilleure joueuse, c'était pas l'arrière gauche, c'était pas l'arrière droit, c'était pas le demi-centre, mais ils le positionnaient sur le poste de gardien de but. À une époque, c'est pas une légende, donc Daouda, qui a la chance de pouvoir voyager au travers le monde, nous valide des choses, qui est norvégien à la base, nous le dira, nous l'a dit, enfin, nous confirme qu'effectivement, le meilleur joueur, meilleure joueuse sur les catégories jeunes, dans les buts. Fonctionne comme donc ça, même aussi, si ça peut paraître compliqué de l'entendre pour certains à l'heure actuelle, moi je vous invite à inviter tout le monde à passer sur ce poste dans vos différentes situations de travail et d'entraînement. Vous allez peut-être être surpris parce que certains risquent de se révéler sur ce poste alors qu'au départ, ce n'était pas forcément une ambition pour eux. Et à l'inverse, ça va certainement aussi développer des compétences pour eux quand ils vont retourner sur le terrain, parce qu'ils vont peut-être se rendre compte de la difficulté de trouver des angles pour marquer des buts. Donc c'est une richesse, je pense, que de former nos jeunes joueurs avec cette polyvalence, de partager tous les postes de jeu possibles sur le terrain de hand. Pour finir avec la formation de la jeune joueuse, à l'heure actuelle, on est sous une certaine forme d'évolution des règles. Je ne sais pas si on y vient tout de suite. On peut. Qui nous propose d'avoir une joueuse polyvalente dans le cadre des intercomités. Donc on est bien dans cette logique, là encore, d'avoir un réel athlète dans les buts et pas qu'un gardien de but formé gardien de but et qui reste de façon posée et pas plus. Excuse-moi Valou, mais toujours pour préciser ce que Valérie nous explique, c'est que sur la compétition intercomité que vous avez, j'espère, tous saisi, donc c'est la compétition qui accompagne pour cette année les garçons et les filles nés en 2004. Sur le secteur féminin, la fédération et la DTN a choisi, depuis l'année dernière, depuis la saison dernière, qu'il y aurait des points de bonus peut-être. Comment ça se passe? En tout cas, voilà, que les équipes doivent proposer, entre guillemets, obligatoirement, une joueuse qui fera une mi-temps sur le terrain et une mi-temps dans les buts. Donc la même joueuse devra faire une mi-temps sur le terrain, une mi-temps pour les buts, dans les buts. L'objectif n'étant pas que les gardiennes aillent s'essayer au terrain, mais que les responsables de sélection départementale, un petit peu comme ce qu'on vient de dire par rapport aux pays du nord de l'Europe, choisissent une de leurs joueuses qui devra être performante pendant une mi-temps dans les buts. C'est ça? C'est exactement ça. Ça complète bien cette logique à ce que le gardien soit considéré comme un réel athlète qui sache courir aussi bien que les autres et qu'il ait des qualités athlétiques et physiques au même et peut-être même meilleures que certains autres joueurs du terrain, quoi. Je vais passer la parole. Non, juste pour préciser par rapport au règlement aménagé sur le championnat intercomité, les jeunes filles que vous avez vues hier, qui se sont entraînées donc hier, il y avait une grande gardienne black, Floriane, dans les Alpes-Maritimes, qui a participé aux intercomités l'année dernière et qui à la base est une joueuse de chant. Et grâce à ce règlement particulier des intercomités, a pris le choix de passer dans les buts. Et 3 mois après, elle rentre au pôle. Voilà, c'est peut-être une fille qu'on aurait zappée, qui ne serait pas rentrée en pôle espoir sur son poste d'arrière gauche, et qui, grâce au règlement aménagé, ou à cause, c'est à vous de voir, du règlement aménagé de la Fédé sur le championnat intercomité, s'est révélée sur le poste de gardien de but, et donc maintenant sur les listes pour est rentrée en pôle d'accession à Nice pour l'année prochaine.
Vincent, est-ce que tu peux nous donner ton expérience et peut-être enchaîner sur la manière dont vous gérez, dont vous accompagnez les jeunes gardiens aujourd'hui par rapport à peut-être ce déficit dont tout le monde est en train de parler? Alors pour ma part, moi j'ai commencé très jeune le handball à 5 ans et mon entraîneur de l'époque m'a dit toi tu es le plus grand, tu vas dans la cage. Donc avant il n'y avait pas plusieurs choix possibles, c'était soit on mettait le plus grand, soit on mettait celui qui était un peu rond et qui n'aimait pas trop courir. Donc moi j'ai eu la chance de faire partie des plus grands, donc je me suis retrouvé dans la cage et ça m'a plu dès le début. Mais jusqu'à l'âge de mes 16 ans, j'ai jamais vécu d'entraînement spécifique gardien. C'était plus du conseil que les entraîneurs pouvaient nous donner, mais pas d'entraînement spécifique. Il a fallu attendre que je fasse une saison à l'OM Vitrolles à l'époque pour vivre mes premiers entraînements gardiens. Et en plus du conseil des grands gardiens de l'époque. Donc, et du coup, sur toute ma formation, sur toute ma carrière de joueur, j'ai jamais vécu de spécifique gardien, ou très rarement. On va dire que ça pouvait se compter sur les doigts d'une main sur une saison complète. Et du coup, moi, c'est ça aussi qui m'a fait créer cette école de gardien de but dans le Var. Parce que tous les entraîneurs qui passaient en formation me disaient on ne sait jamais quoi faire pour nos gardiens pendant les séances, on ne sait pas comment les faire travailler. Et du coup, je suis venu à monter ce projet d'école de gardien de but pour les faire travailler un minimum dans la saison et discuter aussi avec les entraîneurs pour comment les faire travailler sur une saison complète pendant leur séance d'entraînement. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été la démarche et comment vous avez mis en place les écoles de formation de gardien de but sur le comité du Var? En fait, c'est né justement de ces formations d'entraîneurs où beaucoup d'entraîneurs me disaient qu'ils ne savaient pas quoi faire travailler à leurs gardiens pendant les séances d'entraînement. Donc du coup, sur ces séances, ça permet de faire travailler à la fois les gardiens qui n'ont pas la chance de vivre des séances spécifiques en club, et aussi de sensibiliser les entraîneurs, de discuter avec eux, d'échanger, pour leur donner une batterie d'exercices en fait, qui peuvent faire à leurs gardiens pendant les séances d'entraînement. En sachant que, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est dur quand on a des gros groupes de faire travailler les gardiens et les joueurs. Donc le principe en fait que je donne aux entraîneurs, c'est que le gardien, ça doit être quelqu'un d'autonome. Il doit être capable de travailler seul, comme on a pu le voir ce matin sur la séance de Daouda et de Valou, où il y a des ateliers qui peuvent être mis en place sur le côté, et quand le gardien n'est pas dans le but, c'est à lui de travailler. Donc on peut lui fournir une fiche qu'on lui donne en début de séance en disant voilà, quand tu n'es pas dans le but, tu as ça à faire. Et du coup, c'est le gardien qui va se gérer, qui va être autonome sur la séance. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire progresser nos gardiens, parce que beaucoup d'entraîneurs ne se sentent pas capables de les faire travailler. Voilà. Alors, le travail entrepris par le comité du Var, on l'a dit, alors ça rejoint l'accompagnement au club, me semble-t-il, que Jean-Luc évoquait hier, va être développé sur le comité des Alpes-Maritimes. Je sais que sur le comité des Bouches-du-Rhône est prévu de mettre en place pour les gardiens de sélection, par contre, ce type de journée de formation où les entraîneurs des garçons et des filles concernés et voire des autres clubs seront invités. C'est accompagner le gardien de but. Mais accompagner, je vous ai entendu, on vous a entendu. Certains ont eu la chance même si ce n'était pas dans la continuité de leur formation, d'autres n'ont pas eu de chance du tout d'être accompagnés. Je pense que ce que vous nous dites aujourd'hui et ce que vous avez compris, c'est que oui, il faut s'occuper du gardien de but. Bon, après on a dit ça, on a tout dit et on n'a pas dit grand-chose finalement. Les axes de travail par rapport à tout ça. Alors moi, je vais essayer d'orienter un petit peu les choses. On a décidé d'un petit peu orienter la discussion parce que vous êtes entraîneur de joueurs, de joueuses et donc de gardiens et de gardiennes de but. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir dans ses effectifs peut-être des gardiens ou des gardiennes de votre qualité. Ou peut-être, j'avais entendu dire à un moment donné qu'à partir du moment où un joueur doit être bon, qu'on l'accompagne ou qu'on ne l'accompagne pas, il deviendra bon, et que peut-être c'était votre destinée. Mais nous, on est là pour accompagner les gardiens et les gardiennes de but. Et le but de handball fait 2 mètres sur 3, ça ne changera jamais.
d'accord? Et on nous a souvent dit, nous, en tout cas, on nous a souvent orienté sur la détection des jeunes joueurs, et notamment des jeunes gardiens et des jeunes gardiennes, de faire en sorte d'aller chercher l'aspect morphologique. Parce qu'il y a de l'espace à remplir, et si l'espace est déjà rempli naturellement, bon, bah, c'est ça de gagner. C'est ça de gagner. Je me rappelle même d'une jeune fille qu'on avait eue en sélection avec Valou, avec Valérie, et qui était partie faire des stages nationaux, un peu plus petite que l'autre gardienne. Et à l'époque, le staff lui avait dit bah, écoute, celle-là, elle est grande, on peut lui apprendre à arrêter les ballons. Toi, tu sais arrêter les ballons, mais on ne t'apprendra jamais à être grande. Donc, ils avaient préféré continuer. Oui, c'est dur. Ils avaient continué, préféré à travailler. Sauf que la sensation, c'est que, non pas la tendance tend à s'inverser, mais peut-être à s'équilibrer. On a des chiffres, je crois que sur la filière féminine, la gardienne espagnole Silvia Navarro, qui fait partie des meilleures gardiennes du monde, mesure 1m60, un peu moins d'1m70, 1m69, par rapport à une moyenne internationale autour du 1m80, elle fait partie des meilleures gardiennes du monde. Sur notre championnat français, on a la chance, déjà en équipe de France, d'avoir Gérard qui mesure moins d'1m90, donc 1m88, par rapport aux garçons de vos gabarits qui passent 1m95, c'est déjà assez surprenant. Mais je crois que Gervelas à 1m81, je crois que Desbonnets à 1m82, je crois que Yann Gentil, que tout le monde connaît, parce qu'on a eu la chance de l'avoir sur notre région à Istres, qui aujourd'hui à Brie-à-Chambéry mesure 1m85. Et au niveau international, Pérez de Vargas peut-être, que vous connaissez si vous suivez les matchs internationaux, gardien d'Espagne, qui est un gardien qui est au-dessous du 1m90. Et ce sont des gardiens exceptionnels. Ce sont des gardiens exceptionnels. Ils ont la chance aujourd'hui d'exister parce que la formation du gardien de but a certainement évolué et sur d'autres données. Donc nous n'apprendrons pas à nos gardiens de but à grandir. Qu'est-ce que nous pouvons leur apprendre dans ce cas-là pour essayer d'arrêter les buts? Daouda, on va te laisser la parole parce que tu t'occupes de nos jeunes gardiens internationaux et il n'y a pas que des gardiens à plus d'1m95. Oui, c'est vrai. Des grands gardiens puissants grands, oui, c'est très bien, mais ça ne sera pas forcément les meilleurs. Comme tu l'as cité tout à l'heure, il y a aussi des gardiens qui sont de petite taille et qui sont très performants. Ce que je conseille aux jeunes gardiens, c'est d'abord de chercher à être hyper bien placé. Le placement est la priorité du gardien de but. Si tu veux arrêter un ballon et que tu te retrouves à l'opposé de la balle, ça reste complètement, enfin, c'est super difficile, quoi. Donc d'abord le placement et ensuite la manière dont tu te déplaces pour aller te placer face à la balle. Ça, c'est vraiment la priorité. Après, au fur et à mesure, on pourra passer aux parades, à mettre le pied plutôt comme ci, ou les mains comme ça. Mais d'abord, qu'ils sachent se placer. Et ça, c'est valable pour des petits comme pour des grands. Ici, à Aix, je travaille avec la LNH, et leur priorité reste le placement. On ne peut pas on ne peut pas faire un travail sans que tu saches exactement où est-ce que tu te trouves dans les buts. Et à chaque fois où tu te déplaces, tu dois savoir où tu te trouves dans les buts. Donc ce sont les priorités pour moi quand je travaille avec les jeunes gardiens. Pour ma part, je pense qu'il y a deux grosses évolutions sur les 15-20 dernières années. C'est l'engagement rapide qui a complètement modifié le fonctionnement du gardien de but. Où auparavant on nous expliquait que le gardien c'était le dernier défenseur, et là maintenant on parle beaucoup plus souvent du premier attaquant, obligé de relancer rapidement, etc. etc. Ça a vraiment modifié le rôle, la fonction du gardien de but. Ça c'est la première chose, je pense. Et puis la chose qui a vraiment changé ces dernières années, et on le voit même sur les petites catégories maintenant, c'est l'apparition de tous ces gestes techniques, roucoulettes et autres, qui n'existaient pas avant, ou très peu à haut niveau, et que même des joueurs de National 1 ou National 2 maîtrisaient mal il y a 20 ans. Et maintenant, c'est des choses qu'on voit même dans les moins de 15, des tentatives, hein, pas forcément réussies, mais c'est des choses qu'on voit même dans les petites catégories. Donc maintenant, les gardiens de but, en plus d'être grands, la priorité pour moi, c'est la vitesse d'exécution, mais la vitesse de réaction. Voilà, il y a deux choses, vitesse de réaction, vitesse d'exécution, essayer de percevoir, de comprendre et d'anticiper. Voilà, ça c'est des choses qui me paraissent importantes pour justement le développement et l'évolution de nos futurs gardiens de but. Il y a un truc que je voudrais dire.
on se heurte à un problème quand on commence avec des jeunes dans les buts. Ah, c'est vraiment, j'y arrive pas. Hein. Donc, quand on commence en tant qu'entraîneur avec des jeunes, et il y a d'entrée quelque chose qu'il faut absolument faire, c'est faire en sorte que les joueurs ne prennent pas des ballons dans la tête. Donc, moi, je crois que en dehors de tout ce qu'on peut leur dire, il faut apprendre à se protéger. Il faut que la position des mains, au moins, donne une petite sécurité pour éviter peut-être les ballons dans la tête. Et donc, une position des mains qui protège un tout petit peu. Voilà, ça c'est un truc pour les débutants. Si on ne le fait pas, peut-être qu'on va décourager les gens. Mais bon, c'est ce que j'ai remarqué quand j'entraîne des tout petits, quoi. Je peux rebondir juste là-dessus. Exact, c'est vrai. Ça sert à protéger, à se protéger. J'utilise cette manière aussi, sauf que je ne lui dis pas que c'est pour le protéger, pas pour qu'il se protège. Je lui dis que avec ce point de départ, il pourra aller, que ce soit en haut, sur le côté ou mi-hauteur, il pourra réagir. Mais de lui-même, normalement, il devrait sentir et savoir que ça lui sert aussi à se protéger. Si je lui demande de se protéger, il va penser qu'à se protéger pendant toute la séance. Ça ne va pas m'intéresser. Alors que ce que je veux, c'est qu'il fasse des arrêts, tout en sachant se protéger. Je disais ça parce qu'on se remarque que les gamins qui vont dans les buts, la première des choses, ils imitent les gardiens de haut niveau. C'est qu'ils mettent les mains comme ça. Et quand ils mettent les mains comme ça, c'est vrai que ça peut être pour eux, c'est un peu plus long pour se corriger. Voilà. Alors moi, je vais enchaîner sur un aspect qui me semble important par rapport à cette idée de protection, de mise en confiance, de valoriser ce poste-là dès le plus jeune âge. C'est au-delà d'intégrer des séquences de travail spécifiques pour faire progresser le jeune joueur et lui donner confiance par rapport à ce qu'il aura à réaliser. C'est aussi le valoriser, c'est aussi poser des situations dans lesquelles il va avoir une posture de base dans laquelle il va être confortable. C'est avoir un placement, comme on l'a dit, qui est la base, et un déplacement qui va l'aider à agir et à faire des actions cohérentes. Parce que là encore, si on le met dans le but sans l'accompagner dans ses principes fondamentaux, très vite il va mal se réaliser. Souvent il va subir le regard des autres de façon un peu dure, parce qu'il va encaisser des ballons. Et du coup, on ne va pas le conforter dans l'idée d'être motivé à se transformer, à travailler sur ce poste-là. On va peut-être l'inviter à dire c'est un poste déjà délicat dans lequel je ne suis pas en sécurité, je ne suis pas en confiance, je ne suis pas en plaisir de réalisation, donc je ne veux plus faire gardien. Donc je pense que sur les premiers entraînements chez les jeunes, il faut vraiment insister sur tout ce travail précautionneux et sur cette reconnaissance que vous allez avoir sur l'accomplissement de sa tâche. Bien souvent, au-delà de ne pas avoir assez de base, en plus, il est montré du doigt dans des situations délicates. Donc là encore, je pense qu'il faut avoir un regard constructif avec des mots, un accompagnement un peu particulier par rapport à ce poste-là. Merci. Alors, j'aimerais rebondir sur tout ce que vous êtes en train de nous évoquer, sur les axes de travail qui commencent à être déterminés et qui sont bien déterminés, je pense. L'aspect moteur que vous avez accompagné beaucoup ce matin et qui sera, je crois, beaucoup accompagné demain. L'aspect vitesse dont tu as parlé et avec l'aspect de préparation physique où il y aura une séance également demain avec Mathieu notamment. La motivation que Valérie vient de nous évoquer. La motivation à vouloir y rester et la motivation ensuite à vouloir aller dans l'accomplissement, dans l'accompagnement et sortir de l'ego pour essayer d'accompagner l'équipe. Alors, tu as cité tout à l'heure Armand Pérez, je crois, et une phrase lui appartient sur le gardien où il disait que bien évidemment que l'athlétisation est une priorité, mais rien ne remplacera l'intelligence et la lecture du jeu chez le gardien. Ça, c'est quand il est devenu intellectuel et prof de gym, je crois. C'est ça? Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Parce que oui, l'aspect technique, on a des repères. La motivation, on peut en construire.
on va être honnête, nous qui ne sommes pas spécialistes, peut-être qu'en tant que joueurs et joueuses, on a des repères défensifs et des repères offensifs à apporter à nos joueurs et à nos joueuses, mais n'ayant pas été dans les buts, qu'est-ce qu'on peut conseiller de faire ou comment on peut essayer de construire les choses avec nos gardiens et nos gardiennes pour que peut-être l'aspect placement dont tu nous as parlé étant prioritaire à ton goût devienne un outil à la performance. Alors on parle peut-être de relations avec le contre, on parle peut-être de tireurs dans des espaces extérieurs. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, donnez-nous des repères. Pour vous, quels repères vous pouvez donner à vos gardiens de but sur un tireur extérieur, sur un tireur avec un contre, sur des choses comme ça? Je vais commenter le travail qu'on a fait ce matin. Donc le gardien de but part du principe qu'il y a un centre et qu'il doit toujours rester le plus longtemps possible au centre. Il doit protéger ce centre. À partir de ce centre, il partira de là pour faire sa parade. Et s'il est bien placé, normalement, il n'aura quasiment pas à pousser. Donc son placement se fait, protège le centre et je fixe le ballon. Le ballon, c'est mon objectif. Et tant que le ballon n'est pas sorti de la main de mon adversaire, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et ça lui apprend la patience, à ne pas anticiper sur les feintes et autres, la perception, comme on disait tout à l'heure, mais la priorité réelle, enfin, la première des priorités, c'est vraiment de rester au centre et d'être focalisé sur le ballon, partout où va le ballon. Et d'où la nécessité de la vitesse derrière pour pouvoir répondre à la problématique du ballon qui part de la main, qui va dans le but. Ok, Pérez disait que certainement, on n'a pas besoin d'être hyper athlétique, mais ça marche un temps. Ça marche un temps, un match ça dure 60 minutes, et à un moment donné, il va quand même falloir que tu te bouges, quoi. Et un gardien de but, pour moi, je suis désolé, ça reste quand même un athlète, et comme on disait tout à l'heure, c'est certainement quelqu'un d'hyper athlète. Donc, peut-être ajouter quelque chose, juste on demande souvent à nos joueurs de champ d'évaluer ce qui se passe devant eux avec le duel en cours avec son adversaire direct, avec son partenaire, etc. On peut aussi exactement faire la même chose avec le gardien de but, en lui donnant des repères et pour qu'il se construise lui-même ses propres repères, en estimant, en évaluant quel est le tir le plus facile à effectuer pour le joueur de champ et quel est le tir difficile à effectuer dans telle ou telle position. Est-ce qu'il est en suspension, est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est dans tel angle, est-ce qu'il ne l'est pas? Voilà, donc construire des repères qui peuvent lui être propres. Alors il y a des règles de base, mais il y a aussi des choses qui peuvent s'approprier. Donc le joueur, le gardien de but peut construire une stratégie en fonction de ses points forts et de ses points faibles et comprendre dans telle situation, tel shoot est plus probable, tel shoot est plus facile, tel shoot est impossible, voilà, ou très difficilement réalisable. Et donc ensuite, il construit sa stratégie personnelle, et ça peut être aussi une stratégie collective en se coordonnant avec le défenseur pour dire, puisque ce shoot-là est impossible, alors on va essayer d'arrêter le tir de ce côté-là. C'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Laurent, je pense qu'il y a une grosse part aussi d'expérience là-dedans. Ça se travaille assez peu sur les entraînements, c'est vraiment l'expérience au travers des matchs qui va faire que le gardien va se rendre compte qu'une situation, dans une situation de tir, un joueur peut tirer à un endroit et se ferme des angles de shoot. Donc c'est vraiment l'accumulation en fait, des matchs et même les situations jouées à l'entraînement qui vont faire que le gardien va acquérir cette expérience-là. Pour aussi compléter sur les qualités athlétiques du gardien de but, il y a quelque chose que je dis beaucoup aux jeunes gardiens, parce qu'il y en a qui me disent « ouais, mais pourquoi j'aurais besoin de courir? Moi, je suis dans la cage, je n'ai pas besoin, comme les joueurs, de traverser le terrain. » La première des choses, pour moi, sur la condition physique du gardien de but, c'est une histoire aussi de concentration. Quand on est fatigué, on n'est plus concentré, et un gardien à haut niveau doit être capable de jouer 2 fois 30 minutes, et de maintenir sa concentration donc, pendant 1 heure. Donc s'il est fatigué au bout de 20 minutes, ça va être compliqué pour lui de faire un match. Donc au plus sa condition physique sera bonne, au plus il pourra maintenir sa concentration dans le temps. Donc c'est pour ça que les gardiens, il ne faut pas les délaisser au niveau physique. Et ça se voit aussi maintenant dans le handball moderne avec ce jeu justement où on peut jouer à 7 contre 6 quand on est en attaque. Les gardiens sont amenés à faire des sprints pour pouvoir sortir, changer le plus rapidement possible. Donc ça aussi, c'est une condition qui fait que le gardien doit travailler et on doit mettre des situations en place dans nos entraînements où il va vivre en fait ces situations de changement rapide. Donc il faut coller avec le règlement actuel et du coup modifier nos entraînements par rapport à ça. Il y a juste
Je suis content d'abord parce qu'il n'y a que des gardiens de but de ce côté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu parler. La plupart des personnes qui nous parlent des gardiens de but disent soit qu'il leur manque une case, soit qu'ils sont caractériels. Donc je pense qu'aussi une des parts de nos réussites, c'est que parfois il nous manque une case et que parfois on est caractériel. Vous savez qu'à Miramas, nous avons formé Bruno Martini, donc, qui est un ami. Et vous voyez quand même que parfois, quand il manque une case au départ et qu'on a un caractériel, on peut finir manager général d'un grand club et avoir des discours maintenant d'une intelligence remarquable. Nous l'avons accueilli à Miramas il n'y a pas longtemps. Et quand je pense que c'était la même personne qui voulait manger un arbitre à la fin du match, ça prouve quand même, si on n'a pas un fond de folie, ce n'est pas à Daouda que je vais l'expliquer, il en est un bon exemple. Quand on n'a pas un fond de folie, on ne peut pas devenir un grand gardien de but. Merci à vous, merci à tous, merci Armand pour ton témoignage.